Alors, donc, cette semaine, on va continuer notre chemin vers l'Orient. La semaine dernière, on avait abordé la question de l'Empire ottoman et le monde vu par les Ottomans au XVIIe siècle. Donc, en prenant à la fois la question de la construction d'un empire ottoman et les ambitions qu'avaient les Ottomans au XVIe siècle, qui ont été donc transformées par la suite au XVIIe siècle. Mais néanmoins, malgré le fait qu'il n'y avait pas de vrai projet, disons, impérial à l'échelle globale pour les Ottomans au XVIIe siècle, il y avait néanmoins beaucoup de curiosité. Il y avait un certain nombre de textes qui ont été produits. Dans ce texte qui a été beaucoup discuté et même traduit en anglais, qui est le texte de Tarikh Hind-e-Gharbi. Et on a vu comment, en fait, ce texte a aussi été traduit par la suite en persan et est arrivé même donc dans le monde plutôt persophone, même si les Ottomans pratiquaient eux aussi quand même le persan, mais le monde persophone, je veux dire l'empire moghol et aussi le monde iranien vu large en allant jusqu'en Asie centrale, où il y avait donc cette quatrième pièce, parfois un peu négligée quand on parle de ces empires islamiques du XVIIe siècle, c'est-à-dire il y a bien sûr l'Empire ottoman, l'Iran safavide, les Moghols, mais il y a aussi ce qui reste de l'Empire des Shaybanides en Asie centrale, et d'ailleurs on va revenir un peu sur ça aujourd'hui. Alors, on a vu que même si les chiffres et les données sont assez approximatifs, la population de l'Empire ottoman aurait été, disons, de l'ordre de 30-35 millions au début du XVIIe siècle. Et apparemment, il n'y a pas eu une croissance énorme pendant le siècle. Donc, on peut dire plus ou moins qu'à la fin du siècle, ça aurait été peut-être un peu plus, mais pas, il n'y avait pas une différence énorme. Et tandis que si on fait la comparaison avec ces deux autres entités politiques, l'Iran est un peu difficile parce que l'administration safavide nous a laissé très peu de documents administratifs. En partie, c'était dû au caractère de l'administration même, mais aussi parce que dans la transition des années 1720, à la fin de l'Empire safavide, il semble que beaucoup des papiers de l'administration ont été brûlés et détruits à Isfahan. Mais en tout cas, donc, il est assez difficile d'arriver même à une idée des ressources dont disposaient les Safavides et encore moins de la population. Mais on est sûr que la population de l'Iran safavide n'était guère plus que 4 ou 5 millions probablement. Donc ça veut dire que ça fait le 6e ou le 5e de la population ottomane, tandis que quand on arrive en Inde moghole, on est là dans un des deux plus grands États du monde à l'époque, c'est-à-dire pas en termes de territoire, mais en termes de population. L'Inde moghole, avec la Chine de Ming, représente un gros morceau, c'est-à-dire avec une population, il y a des débats encore, mais on dirait de l'ordre de 90 millions ou 100 millions à la fin du XVIe siècle, et qui va continuer à croître pendant le XVIIe, pour deux raisons, pour des raisons de croissance démographique, mais aussi parce qu'il y a la question de l'expansion moghole, car les Moghols vont continuer leur expansion, surtout en direction du sud, mais aussi un peu vers l'est, et on verra aussi qu'il y a une tentative assez étrange d'expansion vers l'Asie centrale au XVIIe siècle. Alors, on a vu que les Ottomans, donc originaires de cette région, de l'Anatolie, ont su construire un empire pendant le XIVe, XVe siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Moghols? Alors, les Moghols, eux, au moins au XVIIe siècle, avaient des prétentions assez énormes, il faut le dire. Et ça se voit tout de suite en prenant le nom ou les noms d'un certain nombre d'empereurs moghols. Parce que les Moghols avaient une habitude qui n'était pas si courante ni chez les Ottomans ni chez les Safavides, c'est-à-dire au XVIIe siècle,
en arrivant au trône, en fait, ils abandonnaient leur nom de prince pour prendre un autre nom. Donc, par exemple, Suleiman, quand il était prince, il était Suleiman, il est devenu le sultan Suleiman. De la même façon, donc, Shah Abbas de Perse, c'était le cas aussi. Tandis que ce monsieur-là, que vous voyez, il s'appelait Selim, quand il était prince, mais en arrivant au pouvoir, il a pris ce nom qui est un nom très prétentieux, Jahangir. Ce qui veut dire celui qui tient le monde. Tient le monde entier. Et vous pouvez comprendre très bien que c'était un nom qui n'a pas plu à ses voisins. Et donc, si vous regardez les textes safavides ou les textes ottomans, ils ont toujours tendance de l'appeler Sultan Selim ou Shah Selim. Et ils ont une certaine réticence pour accepter ce nom qu'il a pris. Et on verra que ça serait la même chose. Son fils, quand il arrive au pouvoir, va prendre aussi un nom qui veut dire le roi du monde. Et son petit-fils va prendre un titre qui est celui qui tient l'univers. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de prétention, mais on va essayer de décortiquer un peu ce que ça veut dire avoir ce genre de prétention. Est-ce qu'il y avait un projet ou même un rêve moghol, par exemple, de conquête à l'échelle globale? Et on verra en fait que ça, c'est plutôt quelque chose qui s'exprime au niveau des métaphores et de rhétorique, mais il n'y a pas de vrai projet. Ça, c'est une peinture, et on va peut-être revenir sur cette peinture, qui est une des peintures mogholes les plus commentées du XVIIe siècle. Et je vais juste vous livrer quelques réflexions sur cette peinture pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est une peinture métaphorique, bien sûr. Et c'est un genre qui n'existait pas au XVIe siècle à la cour moghole. Ça a été inventé plus ou moins à cette époque-là. Et c'est une rencontre imaginaire entre Jahangir et son voisin Shah Abbas. En réalité, ils n'ont jamais vu... en vérité, Jahangir ne s'est pas rendu en Iran et Shah Abbas n'est jamais venu dans les territoires des Moghols. Mais ce que ça veut dire, cette peinture, c'est qu'il y a une espèce d'entente entre les deux monarques et il se place sur une représentation de la Terre, une cartographie qui est donnée en fait par une représentation qui a été amenée chez les Moghols par les Jésuites et par la suite par les Néerlandais. Donc ils ont pris une espèce de map monde et vous voyez qu'en principe, Jahangir place ses pieds sur l'Inde. Mais déjà, il y a une complication, et on verra la complication, et Shah Abbas est censé être plus ou moins à la place de l'Iran. Mais en réalité, il y a quelque chose qui s'interpose, c'est-à-dire, lui, il est posé sur un lion, tandis que l'autre, c'est sur un agneau, et ça, c'est un peu l'idée, la métaphore de la paix, où l'agneau et le lion peuvent coexister, etc. Et vous voyez que le problème, c'est que dans cette représentation, le lion de Jahangir est tellement grand qu'il a poussé l'autre même un peu dans la Méditerranée. Donc, du coup, Shah Abbas est un peu mal placé. Et aussi, la représentation des deux monarques démontre que l'un est censé être en quelque sorte le grand frère et l'autre le petit frère. Donc, ça, c'est une représentation qui n'est pas vraiment calculée pour faire plaisir aux Safavides, mais c'est une vision quand même qui est censée être une espèce de paix universelle à partir des savoirs qu'avaient les Moghols de la géographie mondiale à l'époque. On va revenir sur ce genre de représentation du monde, mais tout d'abord, il faut peut-être réfléchir un peu sur la façon dont les Moghols voyaient le monde, et en fait, ça a évidemment beaucoup à voir avec leurs origines. Alors, les Ottomans, on le sait, étaient des espèces de petits seigneurs de guerre dans l'Anatolie au XIVe siècle, avant de devenir la dynastie. Les Safavides, eux, ils étaient un ordre mystique de soufis dans le nord de l'Iran, avant de prendre le pouvoir. Alors, le cas des Moghols, par contre, est un peu particulier parce que c'était des gens qui sont venus de l'extérieur de l'Inde. C'était des descendants, donc, de Témour,
qui a régné dans la deuxième moitié du XIVe siècle, qui est mort en 1405, et qui a laissé donc des descendants un peu partout en Asie centrale, pas seulement dans la région de Samarkand et Bokhara, mais même par exemple à Balkh et même un peu dans le nord de l'Iran. Mais en fait, il y a une partie de ces descendants qui se sont intéressés par le fait d'une présence éventuelle dans l'Afghanistan. Et donc, Babur, celui que vous voyez ici, à la fin du XVe siècle, a cherché à construire un empire en sortant de ses territoires natals. Il venait donc beaucoup plus du nord, il venait plus ou moins de la région de Fargana, et il a essayé partout de construire un petit royaume, et finalement, il est arrivé par la voie de Kaboul, il est arrivé donc en Inde, en passant donc par Lahore, et finalement par Panipat. Et alors, donc, Babur va arriver en Inde dans les années 1520 et il reste donc empereur à peu près 4 ans en Inde. Il est très, très mécontent d'être en Inde d'ailleurs. Il a écrit une autobiographie et dans le texte de son autobiographie, il se plaint sans cesse du climat de l'Inde, des fruits, des légumes, de la nourriture, des villes. Il n'aime rien du tout. Il est plutôt porté par une espèce de nostalgie pour l'Asie centrale. Et dans son texte, il parle sans cesse de comment, par exemple, on ne peut pas comparer les melons de l'Inde avec les melons de l'Asie centrale, donc ainsi de suite. Il y a toute une série de plaintes, mais néanmoins, il est resté parce qu'en fait, il n'avait rien en Asie centrale. Et d'ailleurs, au moment quand il arrive en Inde, il y a une nouvelle dynastie qui va se former en Asie centrale, qui est la dynastie des Shaybanides. Et du coup, donc, il n'a pas la possibilité de revenir en Asie centrale. Donc, une fois que la page était tournée comme ça, son fils, Humayun, qui a eu une carrière très compliquée, a décidé lui aussi de rester en Inde. Et il a eu, comme j'ai dit, une carrière assez compliquée parce que pendant à peu près 15 ans, il a perdu le pouvoir, il a été exilé, car les Afghans, qui étaient assez forts encore dans les années 1530-40, ont repris le pouvoir. Et donc, Humayun a été obligé d'aller en Iran chercher l'aide des Safavides. Et donc, il revient dans les années 1550 pour reprendre le pouvoir pour une période assez brève d'un an, 1 an et demi. Avant de mourir, il est tombé de l'escalier de sa bibliothèque. Et alors, là, du coup, on rentre dans une phase qui est considérée comme l'époque faste de l'Empire moghol, à partir disons, plus ou moins des années 1550-60, avec tout d'abord Akbar, qui a régné pendant à peu près 50 ans et qui, en quelque sorte, a construit le territoire de l'Empire moghol tel qu'on le connaît. Et par la suite, donc, on a ces 3 rois. Akbar, en fait, a gardé son nom de prince. Quand il était prince, il s'appelait justement Jalaluddin Muhammad Akbar. Il n'a pas changé de nom, tandis que là, vous avez Salim qui devient Jahangir, vous aviez Khurram qui devient Shah Jahan et Aurangzeb qui devient donc Alamgir. Et ces 3 princes, en quelque sorte, ont dominé tout le XVIIe siècle indien et l'Empire moghol pendant tout un siècle. Alors, mais la réalité, c'est que pour ces princes, il y avait toujours ce rapport compliqué, un rapport sentimental et un rapport, disons, géopolitique avec l'Asie centrale. Ils n'ont jamais oublié l'Asie centrale, pour différentes raisons. Tout d'abord, les Moghols, et on le sait jusqu'à l'époque d'Aurangzeb, en fait, ils pratiquaient parfois 3 langues. Certainement 2, mais parfois 3. C'est-à-dire, ils pratiquaient le persan, qui est devenu la langue officielle de l'Empire. Mais on sait que déjà, en lisant les mémoires de Jahangir, que lui, il pratiquait une version de ce qu'on appellerait aujourd'hui le hindi, c'est-à-dire une langue vernaculaire de l'Inde du Nord. Et il pratiquait cette langue pour différentes raisons, parce que tout d'abord, sa mère était liée avec les princes indiens, et deuxièmement, parce qu'il a été élevé dans un milieu où on pratiquait cette langue. Mais il ne considérait pas la langue comme une grande langue de culture.
Il considérait ça plutôt comme une langue de poésie chantée. Et comme c'était un mélomane, donc il s'intéressait pas mal à la musique, donc il avait un rapport avec cette langue-là. Et on sait que son fils, lui, avait aussi une connaissance de cette langue vernaculaire de l'Inde du Nord, et certainement son petit-fils. Donc ça, c'est le deuxième aspect linguistique. Mais il ne faut jamais oublier que les Moghols n'ont pas abandonné le turc. Donc ils étaient turcophones au départ. Et d'ailleurs, Babur a écrit ses mémoires en turc oriental, et ils n'ont jamais oublié le turc. Et d'ailleurs, même au XVIIIe siècle, tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, il y a encore des princes moghols qui vont continuer à réclamer l'importance du turc, avec des arguments parfois un peu étranges, comme par exemple l'idée que le turc était une langue masculine, tandis que le persan était une langue féminine, et donc pour garder leur virilité, il fallait rester turcophone. Ça, c'est un argument qui a été utilisé dans un certain nombre de débats dans l'Empire moghol. Mais en fait, en s'accrochant au turc, pour eux, ça voulait dire en fait garder le lien avec l'Asie centrale. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que les Moghols avaient plusieurs liens avec l'Asie centrale. Tout d'abord, en arrivant en Inde, leurs maîtres spirituels étaient des grands soufis de l'Asie centrale. Donc là, vous voyez un de ces personnages qui est resté très important, qui est Khaja Ubaidullah Ihrar, qui appartenait à l'ordre soufi qui s'appelle les Naqshbandiya. Et alors lui, il était le maître spirituel en quelque sorte de Babur, et ces liens restaient très importants pendant le XVIe siècle. Il y a eu un moment quand les Naqshbandiya ont perdu un peu le pouvoir, les rapports avec les Moghols, mais ils ont en fait gagné d'influence encore au XVIIe siècle. Donc il y a ça comme espèce de rapport qui passe un peu par la religion. Mais il y a aussi d'autres types de rapports, et des rapports qui avaient à voir donc avec le fait d'une circulation constante entre des endroits comme Fergana que vous voyez ici, Samarkand, Kaboul, Lahore, Delhi. Donc ça, c'était considéré comme une espèce de zone de circulation constante. Il y avait des va-et-vient, des gens qui venaient sans cesse de l'Asie centrale, des gens qui partaient de l'Inde moghole vers l'Asie centrale, donc une espèce de processus de circulation, et qui allait jusqu'à des endroits comme Yarkand, comme que vous voyez ici, car il y avait aussi une partie de la famille des Moghols qui étaient installés dans le Yarkand. En fait, ça allait plus ou moins dans ce que serait aujourd'hui considéré comme le Xinjiang, donc la Chine occidentale. Et donc une présence qui embrassait ces territoires, car il y avait bien sûr une partie des descendants de Timur qui sont rentrés vers le sud, mais il y avait d'autres qui sont restés plus ou moins dispersés dans des endroits comme ça. Alors, pour reconstruire ce monde-là, on a recours à plusieurs matériaux et plusieurs textes. Je vais vous parler brièvement de quelques-uns. Alors, ça, c'est un texte capital pour comprendre le monde du XVIe siècle des Moghols, qui est écrit par un cousin de Babur, Mirza Haydar Dughlat, et c'est un texte qui s'appelle Tarikh-e-Rashidi. Et là, vous voyez en quelque sorte ce qui aurait pu être les Moghols dans une autre situation, une espèce de version contrefactuelle. Parce que Mirza Haydar Dughlat, lui, en fait, il a voulu construire un autre type d'empire, en prenant donc comme centre les endroits comme Yarkand et Kokand, mais en fait, à un moment donné, il est parti à la conquête du Tibet. Et il a presque failli prendre Lhasa. Mais finalement, l'hiver était trop dur, et il s'est retiré. Mais là, vous voyez qu'il y avait quand même une autre géographie possible d'un empire qui ne serait pas du tout un empire du sud, un empire donc des pays chauds qui détestaient Babur, mais plutôt un empire à un niveau beaucoup plus haut et beaucoup plus frais. Et d'ailleurs, il termine sa vie, ce monsieur, ce Mirza Haydar Dughlat, comme il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire au Tibet, il va se retirer à un endroit qui n'est pas mal comme royaume, qui est le Cachemire. Donc, en fait, il va terminer sa vie à Srinagar, où il devient, pour un petit moment, plus ou moins, le roi de Cachemire.
Il est assassiné parce qu'il a des différences religieuses, comme c'est un sunnite un peu dur, et il n'est pas d'accord avec le type d'islam qui est pratiqué dans le Cachemire à l'époque. Mais vous pouvez là imaginer un autre type d'empire moghol qui aurait été un empire, donc pas du tout de l'Inde, mais plutôt du Nord. Et il faut quand même garder en tête que les Moghols n'ont jamais entièrement abandonné le projet de la reconquête de l'Asie centrale. Donc, de temps à autre, ils rêvaient de ça. Et d'ailleurs, il y a un moment, dans les années 1650, quand ils vont monter une très grosse expédition pour aller vers l'Asie centrale, sauf qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que les Moghols ont oublié comment faire la guerre à ce genre d'altitude. Et du coup, donc, ils arrivent là avec leurs éléphants et avec leur façon de faire la guerre, qui est très, très bien adaptée pour les plaines de l'Hindustan, mais ça ne marche pas du tout dans l'hiver de Kaboul. Et du coup, donc, ils vont prendre un gifle de la part des armées de la région qui n'était pas du tout important au niveau des tailles, mais qui était beaucoup plus adapté à la guerre de ce type-là. Alors, retenons ce texte qui nous donne une autre vision des Moghols, une version des Moghols qui est beaucoup plus de l'Asie centrale, mais rappelons aussi qu'il y avait d'autres textes, ces deux textes qui restent importants du XVIIe siècle. Ça, c'est un texte écrit par un voyageur de Samarcande qui s'appelle Mutrebi Samarcandi, qui arrive à la cour moghole et qui a donc rapporté ses conversations avec l'empereur moghol. Il a été très bien reçu. L'empereur moghol a voulu avoir des nouvelles de l'Asie centrale et il démontrait une espèce de nostalgie pour cette Asie centrale qu'il n'avait jamais vue. Et du coup, donc, Mutrebi fonctionne comme une espèce de porte-parole pour l'Asie centrale à la cour moghole. Il reçoit pas mal de cadeaux et il rentre chez lui. Deuxième voyageur, qui est Mahmoud Wali Balkhi, qui lui vient de Balkh, aujourd'hui en Afghanistan, et qui raconte aussi un peu la circulation entre ce monde de l'Asie centrale et le monde de l'Empire moghol. Alors, si on regarde ces textes et les autres textes, on se rend compte que ces rattaches avaient à voir, bien sûr, avec un espèce de rapport sentimental, mais aussi avec un rapport d'identité et même de conception d'un certain fonctionnement royal. Par exemple, les Moghols, d'ailleurs, ne s'appelaient jamais des Moghols. Ça, c'est une expression qui est utilisée par les autres, surtout par les Européens à leur égard. En fait, si on regarde les textes moghols, le mot moghol n'est jamais utilisé comme forme d'auto-identification. Il s'appelle souvent des choses comme les Salatines et Chagatai. Ça veut dire les sultans de la lignée de Chagatai, la lignée de Chagatai étant une des lignées tchingizides, parce qu'ils descendaient aussi de Genghis Khan, donc des Mongols. Donc ça, c'est une espèce d'auto-appellation. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre aspect qu'il faut toujours prendre en compte, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des problèmes, par exemple des questions à régler à l'intérieur de la cour moghole ou pour la succession, ils vont toujours parler de quelque chose que pour eux a une importance capitale, c'est ce qu'ils appellent le Turai Chenghezi, c'est-à-dire la loi de Genghis Khan, qui est une espèce de loi mythique parce que ça n'a jamais été vraiment codifié, mais il y a une idée qu'il y avait cette espèce de loi sur le comportement des uns et des autres, sur les formes de succession, etc., qui a été donc donnée par le grand Khan, déjà à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, et notons que ces lois sont assez importantes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'ils ont été promulgués à un moment quand les Mongols n'étaient pas musulmans. Donc, on se réfère ici à un système légal non musulman. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de, en quelque sorte, jouer parfois entre le Turai Chenghezi d'un côté et la Sharia de l'autre, parce que ce sont des alternatives pour beaucoup. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez intéressant, c'est-à-dire, par exemple, la question de l'importance de tenir à ça, surtout quand on est dans le cadre d'un empire extrêmement mixte. Car il faut se rendre compte que les Moghols ont construit quand même un empire qui était assez curieux du point de vue de l'élite.
Donc l'élite des Moghols, on les appelle parfois les Umaras, ou parfois on utilise ce mot-là, les Mansabdar. Et ce sont des gens haut placés qui ont une espèce de système numérique de rang. Donc, si on dépassait les 500, on était considéré comme quelqu'un d'une certaine importance. Et si on montait dans les échelons, on pouvait arriver même à 6000 ou 7000. Ça, c'était le type de rang qu'avaient, par exemple, les princes, c'est-à-dire pas le prince héritier, mais les autres princes. Et si on regarde la composition de ces gens-là, regardez un peu comment ça se présente. Alors, donc, à la fin de l'époque de Humayun, on a à peu près 51 de ces mansabdars. Vous voyez aussi qu'il y a une espèce d'inflation avec le temps, car l'Empire est en expansion, etc. Alors, ils sont qui? Alors, sur ces 51, il y a plus que la moitié qui sont ce qu'on appelle les Tourani. Alors, Tourani, ça veut dire les gens de Touran, de l'Asie centrale. Donc, ça veut dire que plus que la moitié des grands émirs de la cour moghole vient de l'Asie centrale. Et avec le temps, vous allez voir que cette moitié devient quelque chose dans le genre 12% ou 13%. Donc, il y a une espèce de dilution progressive. Donc là, on arrive, il y a 67 sur 480. Donc, il y a une espèce comme j'ai dit, dilution progressive. L'autre élément très important, et je vais revenir dans un instant sur ça, c'est les Iraniens, qui restent assez importants, mais eux aussi ont subi peut-être un moment relativement fort d'influence vers ici, dans les années 1630, et par la suite, ils ont tombé un peu dans leur influence, tandis que les groupes qui sont en train de monter, il y a les musulmans indiens. Vous voyez comment en fait les musulmans indiens deviennent de plus en plus importants. Et les autres il y a beaucoup de gens assez divers, parmi lesquels, pour le XVIIe siècle, il faut compter par exemple les Maraths, qui sont des hindous, donc qui ne se sont jamais convertis à l'islam, mais néanmoins qui ont joué un rôle capital, comme les Rajputs, qui sont ces guerriers hindous de l'Inde occidentale, qui aussi ont joué un rôle dans l'Empire moghol, sans jamais se convertir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout cela? Ce que ça veut dire, c'est qu'en effet, les Tourani, qui au départ se sentaient vraiment au cœur de la construction de l'État, se sont progressivement mis à l'écart. Et là, c'est une des grandes lignes de tension. Donc, d'un côté, les Moghols ont leur rapport avec l'Asie centrale, mais de l'autre côté, les gens venant de l'Asie centrale, chez les Moghols, ont une impression que cet empire appartient de moins en moins à eux. Et c'est devenu l'empire des autres, parfois des Iraniens. Et avec les Iraniens, ça va poser un type de problème, mais aussi que c'est devenu de plus en plus un empire hindouisé. Et ça, c'est une espèce de critique qui émane de ces milieux des gens de l'Asie centrale, mais les Moghols, malgré le fait qu'ils ont voulu garder leur lien avec l'Asie centrale, n'ont jamais vraiment pu satisfaire les attentes de ces élites venant de l'Asie centrale. Alors, ça, ce n'est pas du tout une coïncidence, parce que déjà à l'époque d'Akbar, que vous voyez ici, les Moghols ont commencé à jouer une stratégie assez nette. C'est-à-dire, ils ont joué une stratégie d'inclusion. Il semble, même si ça n'a jamais été dit en autant de mots, que les Moghols avaient décidé dans les années 1560 ou les années 1570 que c'était plus ou moins impossible d'arriver à une conversion en masse des Indiens. Donc, ils ont abandonné ce projet et ils ont décidé qu'il fallait faire autre chose, c'est-à-dire qu'il fallait arriver à une espèce d'accommodation avec plusieurs types d'ethnies et de plusieurs types de religions. Et là, ici, c'est une espèce d'image assez iconique parce que vous avez ici Akbar et il est entouré par différentes sortes de personnes représentant différentes traditions lettrées. Et il y a aussi ici les premiers jésuites qui arrivent chez lui dans les années 1580 et ils sont aussi représentés dans cette peinture. Mais si on regarde les textes de l'époque, on se rend compte qu'il y a des hindous de différentes sortes, il y a des Jaina, il n'y a pas de bouddhistes parce qu'il n'y a pas une présence bouddhiste très importante en Inde à l'époque, mais il y a une espèce de représentation donc de toutes sortes de groupes et de religions, et c'est donc une espèce
construction autour de cette idéologie d'inclusion. On va continuer plus ou moins avec la même chose dans le règne donc, de son fils Jahangir au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, donc, Jahangir, que vous voyez ici, dans une cour qui a un style, disons, un peu confus, il n'y a pas beaucoup d'ordre dans cette représentation, mais alors là, vous voyez le petit jésuite, il est toujours là, mais il y a pas mal de nobles, et d'ailleurs, ces portraits collectifs sont assez remarquables, parce que si on commence à regarder de près, en fait, ce n'est pas du tout des représentations génériques, chaque personne a un visage, et on peut identifier chaque personne, en réalité. Donc, les Moghols sont très, très bien pour cette espèce de portraiture collective, mais avec une précision énorme. Alors, le problème avec l'époque de Jahangir, ou le changement qui se produit à l'époque de Jahangir, c'est qu'il y a une montée en puissance des Iraniens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Mais il faut quand même garder en tête que c'est un processus qui va poser problème, bien sûr, à ces gens de l'Asie centrale. Mais ce que ça veut dire, c'est aussi qu'il y a le réseau centra-asiatique qui est toujours présent, mais maintenant, on a le développement de plus en plus d'un réseau qui va vers l'Iran. Ce qui pose problème pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les Safavides et les Moghols ont des problèmes de frontières. Donc, il y a parfois des gens, par exemple, il y a un Anglais qui était dans l'Empire moghol au début, à la fin du XVIe siècle, qui a dit que cette présence iranienne dans la cour moghole, il dit, va à l'encontre de la raison d'État. C'est-à-dire, comment avoir ces gens à l'intérieur de votre royaume quand vous avez un problème avec leur royaume à eux. Mais en même temps, il faut aussi dire qu'il y a un autre problème qui se pose avec ces Iraniens, c'est-à-dire ils sont des chiites. Donc du coup, il y a une tension entre les Iraniens et les gens de l'Asie centrale, qui sont en général, pas toujours, mais en général des sunnites. Et ça se voit, par exemple, dans une littérature assez abondante qui s'est produite au XVIIe siècle, qui est une espèce de littérature de propagande contre une famille iranienne en particulier. C'est la famille donc de celui qui s'appelle Etamad ud-Dawla Tehrani, qui est un marchand iranien qui est arrivé en Inde à la fin du XVIe siècle, qui de marchand rentre dans la cour, commence à exercer un certain nombre de fonctions d'administration, surtout fiscales. Et là, du coup, il va devenir de plus en plus important, surtout parce que sa fille, que vous voyez ici, va séduire le roi. Le roi, donc, va se marier avec elle en la prenant comme sa femme préférée. Il a plusieurs femmes, bien sûr, mais elle devient donc la femme préférée. Il n'a pas d'enfant avec elle, mais par contre, ce qui va se passer comme résultat, c'est que tout d'abord, le père, qui devient donc en effet le beau-père de l'empereur moghol, va exercer de plus en plus de pouvoir. Par la suite, le frère Asaf Khan, que vous voyez ici, devient plus ou moins le vizir de l'empire. Et ce vizir, ensuite, va donc donner une de ses filles en mariage au successeur, c'est-à-dire à Shah Jahan. Donc, il y a une espèce de rapport continu entre ces Iraniens par mariage, par d'autres types de choses, avec les Moghols. Et on a l'impression parfois, en lisant la littérature de la propagande contre ces gens, qu'ils étaient vraiment, ils détenaient le pouvoir, et qu'ils étaient les gens qui avaient tout fait, en quelque sorte, en laissant ces rois comme espèce de rois fantoches. Ça, c'est une exagération, bien sûr, mais néanmoins, ça vaut la peine d'insister sur l'importance de ces personnages. Alors, il faut quand même souligner deux aspects de ces personnages. Ils étaient tous des marchands. C'est-à-dire, même quand Etamad ud-Dawla est rentré au pouvoir, il n'a jamais abandonné ses entrées dans le commerce. Et son fils, Asaf Khan, est un très grand commerçant dans le commerce d'outre-mer. Il a ses propres bateaux. Et si on regarde, par exemple, dans les archives des Portugais ou les archives des Néerlandais, il entretient une énorme correspondance parce qu'il y a ces bateaux qui vont vers
le Ceylan, vers les Maldives, en Asie du Sud-Est, ou même dans le Golfe Persique et la mer Rouge. Donc c'est quelqu'un qui détient un pouvoir commercial assez important. Et son fils que vous voyez ici, Shaista Khan, qui est devenu gouverneur de Bengale à 2 reprises, lui aussi avait un pouvoir comme marchand qui était assez énorme. Dans un dictionnaire biographie moghole, on raconte une anecdote à son égard, c'est-à-dire quand il est mort, on a voulu donc, pour les cérémonies, avoir des bougies et on ne trouvait pas de cire. On ne trouvait pas de cire dans la ville d'Agra et on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas de cire parce que lui, il avait acheté tout ce qui était sur le marché. Il l'avait mis dans les puits de sa maison et donc du coup personne d'autre avait la possibilité de faire des bougies à sa mémoire parce que c'était lui qui détenait le monopole. Bien sûr, c'est une anecdote qui exagère, mais qui démontre quand même que c'était un grand marchand avec des tendances de monopole. Alors, juste pour ouvrir et fermer une petite parenthèse, rappelons-nous donc qu'ils ont aussi laissé ces grands monuments qui sont tout à fait liés avec cette famille-là. Alors, donc ça, c'est le tombeau de Etimadoula à Agra, et ça, c'est bien sûr le tombeau de Shah Jahan et de sa femme. Je n'ai pas résisté à la tentation de mettre la princesse Diana là-dedans, mais néanmoins, rappelons-nous que de ces chefs-d'œuvre de l'architecture moghole ont à voir donc justement avec celui-ci et cette dame-là. Donc, vous voyez qu'ils ont eu une influence assez importante parce qu'il est assez probable que, au moins dans l'architecture, pas forcément dans l'artisanat, mais dans l'architecture, il y avait un rôle qui a été joué par les architectes venus de l'Iran aussi. Alors donc, vous voyez qu'il y a un deuxième axe qui se dessine vers l'Iran et qui a à voir avec le commerce aussi. Ce n'est pas seulement un axe politique. Donc, pour les Moghols, leur monde se définit tout d'abord par rapport à l'Asie centrale et en deuxième lieu par rapport au monde iranien. Mais bien sûr, il y a un troisième axe qui est aussi très important, c'est-à-dire les Moghols étaient quand même des musulmans. Et à cause de ça, ils ont toujours gardé un lien avec les lieux saints de l'islam. Ils ont toujours envoyé, à partir des années 1560 et surtout des années 1570, des caravanes de pèlerins à la Mecque. Et il y avait même quelqu'un, un noble, qui avait le titre de Mir Hajj, qui était celui qui se chargeait des pèlerins qui allaient à la Mecque. Alors, mais comment aller à la Mecque de l'Inde moghole? Il y avait donc plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est bien sûr par la voie terrestre, un peu compliquée, en passant par l'Iran et en traversant donc ensuite le désert pour arriver par Alep, normalement. Mais en fait, il y a quelque chose qui va changer à partir des années 1570, parce qu'à partir des années 1570, les Moghols deviennent un pouvoir maritime. Et là, du coup, tout va changer parce qu'à partir des années 1570, pour les Moghols, la question de Hajj, c'est essentiellement une question aussi maritime, d'envoyer les navires en mer Rouge. Et là, on vient donc à cet aspect-là, sur lequel je vais consacrer ce qui me reste d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la vie d'une grande ville portuaire moghole, qui est Surat, que vous voyez ici. Parce que c'est Surat qui devient, en quelque sorte, le point de départ pour le Hajj, et qui était, il faut le dire, ça a été un peu oublié, mais Surat est quand même une des grandes villes portuaires à l'échelle mondiale au XVIIe siècle. Il faut le compter peut-être parmi les 10 grands ports du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Surat? Alors, on l'appelait donc le port auspicieux, le Bandar-e-Mubarak, dans la terminologie moghole. Et il y a quelque chose dans le cas de Surat qui est assez frappant, même si ça n'a pas été beaucoup développé dans l'historiographie. C'est-à-dire, si vous regardez les forteresses des Moghols, ils sont presque toutes à l'intérieur. Parfois sur les fleuves, mais les Moghols possédaient presque
aucune forteresse sur la mer. C'est-à-dire, si vous regardez les forts qui existent si on regarde les ports fortifiés en Inde au XVIIe siècle, ils sont tous dans les mains des Européens, à une exception près, et l'exception c'est Surat. Alors, mais comment est-ce que ça se fait? Alors, rappelons-nous que Surat, en fait, c'est pas tout à fait sur la mer, il faut monter la fleuve, hein, ça c'est le Tapti, et en fait, souvent, les navires restaient plus ou moins ici et on montait ça en petits bateaux pour arriver à la ville que vous voyez ici sur le Tapti. Et c'était considéré comme un fort assez important au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle même si ça a été attaqué à quelques reprises avec un certain succès, comme on verra par la suite. Mais alors, tout d'abord, la question se pose, pourquoi cette forteresse sur la mer dans un port maritime quand il n'y a pas eu d'autres dans le cadre moghol? Et il y a une raison assez curieuse. Et la raison, donc, c'est précisément le fait qu'on est ici, en Inde occidentale, et on a un rapport donc très important avec le monde de la mer d'Oman et surtout les rapports avec le Moyen-Orient. On sait que Surat était un port déjà secondaire au début du XVIe siècle. Le prince de Gujarat que vous voyez ici, qui est mort noyé par les Portugais dans les années 1530, avait quelques rapports avec Surat. Ça, c'est Sultan Bahadur, qui a été tué par les Portugais quand il est allé rencontrer le gouverneur portugais. On ne sait pas si c'était un accident ou si c'était fait exprès, mais en tout cas, c'était quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque. Les gens ont pensé que ça démontrait en quelque sorte la nécessité de se défendre contre cette présence maritime européenne. Alors, mais en réalité, on se rend compte que Surat n'était pas du tout au départ une forteresse construite par les Indiens, c'était construit par les Ottomans. Et ça, c'est peut-être un peu surprenant, mais la réalité, c'est que comme on l'a vu la semaine dernière, les Ottomans, dans les années 1560-70, avaient une présence qui allait jusqu'en Aceh, mais même avant, il y avait une présence dans les années 1530-1540 des Ottomans à Surat. Et en fait, mis à part le fort, ou le château, comme on l'appelait parfois à l'époque, le complexe ou le bâtiment le plus ancien de Surat, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle le Marjan Shami. Et le Marjan Shami, c'est quoi? C'est le tombeau, et la mosquée qui est associée avec le tombeau d'un monsieur qu'on connaît d'ailleurs, hein, qui s'appelle Khaja Safar Khudavand Khan. Mais c'est qui ce Khaja Safar? Le titre de Khudavand Khan, il l'a reçu du sultan de Gujarat. Mais si on commence à regarder de plus près, et on se rend compte que Khaja Safar, c'est quelqu'un qui est arrivé avec les flottes ottomanes dans les années 1530. Et il est devenu plus ou moins le gouverneur autonome de Surat. Et c'est lui qui a décidé de construire cette forteresse. Et d'ailleurs, en creusant un peu plus, on se rend compte que ce Khaja Safar, en fait, il venait d'Otrante. Il était un Italien au départ. Donc, c'est un Italien qui devient ottoman, ce qui n'était pas du tout impossible, qui s'est converti, qui s'appelle donc Khaja Safar ou Khaja Safar al-Salmani, et par la suite, il devient donc Khudavand Khan, et c'est lui qui va donc donner l'impulsion pour la construction de ce qu'on appelle le Surat Castle, le château de Surat, que vous voyez ici, même aujourd'hui, ça existe. Alors, donc, étant donné qu'il a construit ça, les Moghols, quand ils ont donc pris le fort, ils ont par la suite renforcé les dispositifs. Donc là, vous aviez la rivière. Ici, vous aviez le château, soi-disant. Et il y a donc une espèce de premier... les murailles intérieures, et donc deuxième qui ont été terminées au début du XVIIe siècle. Et donc c'est une ville fortifiée qui est aussi une ville portuaire, qui est, comme j'ai dit, pas du tout inconnue ailleurs dans le monde, mais dans le monde indien et dans le monde des Moghols, c'est quand même quelque chose qui est assez hors de gamme.
Alors, là, vous voyez un peu les différents éléments. Je vais sans doute revenir à ça. Donc, il y a le château, il y a le darbar qui est là où le gouverneur moghol tient ses fonctions publiques, et il y a donc ces quartiers que vous voyez ici. Et on va revenir sur ça parce que il s'avère qu'on a des données sur Surat qui sont extrêmement intéressantes à plusieurs égards. Alors, donc, pour vous donner rapidement un peu la séquence des choses à Surat, donc, c'est fortifié par Khaja Safar dans les années 1540. Il y a la conquête moghole dans les années 1570, et là, ça devient le port de départ pour le Hajj. Mais déjà, en 1600, c'est considéré comme le port le plus important de l'Inde. Donc, ça veut dire que n'importe quelle grande compagnie ou autre entreprise qui vient en Inde sera forcément obligée de chercher un ancrage à Surat. Donc, déjà en 1610, les Anglais vont chercher un comptoir. Alors, ce qui est important aussi, c'est que comme c'est une ville qui est déjà fortifiée, les Moghols ne vont jamais céder à qui que ce soit pendant le XVIIe siècle le droit de construire une maison fortifiée. Ce sont des simples maisons qui sont données aux uns et aux autres en tant que comptoir. Donc les Anglais sont là à partir des années 1610, les Néerlandais à partir des années 1620. Et bien sûr, à partir de ça, on a énormément de données. On a les données parce qu'il y a beaucoup de voyageurs européens qui sont passés par Surat qui nous ont laissé des grandes descriptions, mais on a aussi énormément de données même dans les matériaux quotidiens, par exemple le journal quotidien du comptoir néerlandais qui existe pour le XVIIe siècle. Donc on peut construire toute une description de la vie dans ce port. Et d'ailleurs, il parle en long et en large sur un grand moment de crise dans les années 1630, quand il y a une espèce de famine dans la région avec beaucoup de morts. Le Gujarat a peut-être perdu un quart de sa population à l'époque. Et par la suite, il y a bien sûr tous ces autres incidents. La ville est attaquée par les Marathas dans les années 1660. Les flottes de Surat ont subi des menaces des pirates européens. Je vais traiter cette question dans quelques semaines, parce qu'il y a ces grands réseaux de pirates qui vont il y a une montée de ça dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et finalement, donc, arrivé au milieu du XVIIIe siècle, il y a donc le moment quand un certain Mian Achan, qui d'ailleurs lui est un soufi, mais un soufi qui est aussi un homme politique, a pris contrôle du port. Et il a cédé de l'Empire moghol et il a fait passer le port dans les mains des Anglais. Mais pendant cette époque de presque 2 siècles, Surat est quand même une ville très importante. Et il y a eu pas mal d'historiens qui ont consacré du temps à étudier la ville, mais surtout basés sur les sources européennes. Comme par exemple, vous avez ici le Voyage to Surat de John Ovington, qui était donc là pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et vous voyez comment les éloges qu'il fait. Surat was reckoned the most famed emporium of the Indian Empire, where all commodities are vendible, though they were never there seen before. Donc, il nous dit qu'en effet, c'est l'emporium, le port, le marché le plus important dans l'Inde entière. Et donc, les grands historiens de Surat au XVIIe siècle sont basés essentiellement sur ça. Mais il s'avère que, dernièrement, on a trouvé quelque chose, un objet qui est très intéressant. Et ça, c'est une carte ou un plan de la ville qui a été fait au tout début du XVIIIe siècle. Et c'est dans le musée de la ville de Jaipur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez curieux. Vous voyez que c'est un peu idéalisé. Si on fait la comparaison, par exemple, ça c'est la forme de la ville en réalité, et là vous voyez comment c'est fait dans cette carte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les gens qui ont trouvé ce plan imaginaient que c'était un peu fantaisiste, mais en réalité, c'est fantaisiste en rien. En fait, c'est un plan extrêmement détaillé, et on ne le voit pas ici, mais en fait, chaque endroit a marqué
en deux écritures, donc c'est-à-dire en écriture arabo-persan et en écriture, disons, hindi ou hindavi, une identification. Donc, ce qu'on a, c'est tous les endroits qui ont un certain intérêt, et en réalité, on voit, donc là, vous voyez qu'il y a le fort, il y a les maisons des très grands marchands, il y a les jardins des marchands qui sont ici et ici et ici. Mais il y a aussi beaucoup d'autres endroits, par exemple l'hôtel de Monet, c'est clairement marqué, le Darbar est clairement marqué, et il y a même d'autres endroits qui sont assez frappants. Je vais revenir par exemple sur ce complexe-là, que vous voyez peut-être pas très très clairement, mais c'est assez considérable, et ça en fait c'est le plus grand établissement religieux de Surat. Et en fait c'est assez surprenant parce qu'on ne savait pas qu'il appartenait au groupe dont je vous donne le nom dans un instant. Alors, bien sûr, il y a quelques autres plans et cartes de la ville. Ça vient d'un manuscrit aussi du XVIIe siècle. Et au XVIIIe, par exemple, les Français ont aussi fait leur version. Là, vous avez le plan de la ville de Surat et de jardin français qui est ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces plans de type européen, comme celui-ci, c'est un plan suédois, on n'a pas le type de détails qu'on a vraiment et les identifications qu'on a dans cette version qu'on vient de voir. Alors, le Suédois en question, M. Brad, a aussi fait quelques dessins comme ça, des mosquées, et ça, c'est censé être justement le Marjan Shami, c'est censé être justement le tombeau de Khaja Safar qu'il a dessiné ici. Alors, il s'avère, par exemple, que ce grand complexe que je viens de vous montrer, c'est tout à fait identifiable parce que ça appartient à un groupe qui est assez connu dans l'océan Indien, qui sont les Haïdaroussi. Les Haïdaroussi étant des musulmans de l'Arabie du Sud, du Hadramaut, de la région de Tarim, et donc on ne savait pas qu'ils avaient une présence aussi forte et aussi importante, parce que pour détenir un terrain, pas dans l'extérieur de la ville, mais vraiment dans les intramuros en quelque sorte, à l'intérieur de cette première enceinte, ça démontre quand même qu'ils ont joué un rôle assez considérable. Mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'on se rend compte que souvent on nous dit que les villes de l'époque sont divisées en quartiers et il n'y a pas de mélange, par exemple, entre communauté ou religion. Et en regardant ces identifications, on se rend compte que c'est totalement faux. C'est-à-dire, on peut trouver côte à côte la maison d'un grand marchand hindou, un grand marchand zoroastrien et un grand marchand musulman. Ce n'est pas comme si les quartiers sont divisés en fonction d'ethnie ou de religion. Donc, il y a un mélange assez intéressant. Et d'ailleurs, on sait qu'il y avait une présence de plusieurs groupes, même un peu surprenants. Par exemple, il y avait une présence africaine à Surat, ces gens qui s'appelaient les Siddi, qui venaient plus ou moins de la région de ce qu'on appelait à l'époque Zanj, c'est-à-dire la côte Swahili. Et ils jouaient un rôle aussi ils avaient une petite flotte qui avait un pouvoir maritime. Mais ce qui est assez frappant, c'est que, mis à part donc, les Anglais, il y avait aussi donc, tous ces autres grands marchands, et on peut construire un peu la biographie de chacun pour voir comment en réalité cette ville fonctionnait. Je vous livre juste rapidement quelques-uns de ces grands noms. Donc vous aviez par exemple Virjivora, qui a dominé la ville pendant la première moitié du XVIIe siècle, qui était lui un hindou. Bhimji Parekh, qui a commencé comme Vishnuite et la famille s'est convertie par la suite au jainisme. Il est devenu jain. Mais vous aviez aussi, par exemple, quelqu'un comme Rustamji Manakji, grand marchand persan et zoroastrien. Parce que Surat, c'est quand même une très très grande ville pour la présence zoroastrienne et aussi pour le savoir zoroastrien au XVIIe, XVIIIe siècle, et celui qui est considéré comme le plus grand marchand de la deuxième moitié du siècle, c'est Mullah Abdel Ghafour,
qui appartiennent à la communauté qu'on appelle les Bohra, et qui avait une flotte, lui, et une fortune qui était... on disait que sa fortune personnelle dépassait le capital de la compagnie anglaise. Donc, vous aviez ici des marchands, et on peut identifier d'ailleurs sa maison et son jardin dans ce plan que je viens de vous montrer. Et du coup, ça, c'est son descendant, Mullah Muhammad Ali. Mais vous aviez donc ici des grands marchands capitalistes avec leurs flottes, avec leurs entrées, avec leurs possibilités de commercer avec l'océan Indien, avec le Golfe Persique, etc. Et d'ailleurs, il y a des membres de la famille royale moghole qui vont aussi, eux, chercher parfois à s'installer dans la ville à un moment ou un autre. Il y a une princesse, la princesse Jahanara, qui habitait à Surat à un moment donné. Donc, du coup, c'est une ville portuaire, mais qui a aussi un rapport assez important avec l'Empire moghol. Et je vous livre juste en passant que même les marchands juifs avaient une présence à Surat à l'époque. Ça, c'est un texte qui est écrit par un certain Mosè Pereira de Paiva. Il traite des juifs de Cochin, mais en réalité, il y a aussi une partie sur les marchands juifs de Surat à l'époque. Donc, c'est un port cosmopolite. C'est un port où, même quand les Néerlandais ont voulu construire leur tombeau, ils ont choisi un style que vous voyez est assez mélangé. Ça, c'est le tombeau d'un des chefs néerlandais de Surat, où vous voyez ici, ça c'est l'équivalent anglais, où il y a une espèce d'hybridisation au niveau de l'architecture. Mais ce que je veux retenir dans tout cela, c'est donc que les Moghols, en fin de compte, contrairement aux Ottomans, n'avaient vraiment pas de grandes ambitions à l'échelle de leur expansion. Mais plutôt qu'aller chercher le monde, en quelque sorte, le monde venait à eux. Et c'est dans un endroit comme Surat qu'on peut voir cette espèce de rencontre. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un s'est installé à Surat, il était capable en parlant avec tout simplement les gens qui étaient dans le port, de faire un peu le tour du monde. Et ça nous fait penser, il y a une plaisanterie dans un des textes du XVIe siècle où on nous dit que le sultan de Gujarat, à un moment donné, a dit aux Portugais, c'est le même sultan qui est mort noyé, que je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous passez tout ce temps à voyager dans le monde. Moi, je prends un peu de bhang, c'est-à-dire c'est une espèce de produit, une espèce de drogue, et comme ça, moi, dans mes rêves, je peux voyager dans le monde entier. Je n'ai pas besoin de monter dans des bateaux et me faire compliquer la vie comme ça. Alors, je n'ai pas envie de vous dire que c'était un peu l'attitude des Moghols, mais néanmoins, vous voyez qu'il y avait deux façons donc de rencontrer le monde. Il y avait une espèce de façon expansionniste, et il y a cette autre façon, c'est-à-dire d'attendre dans un port de Surat et que tout le monde arrivait voir les Moghols. Merci.